Bonsoir à tous, c'est Tambour Battant consacré aujourd'hui à l'entreprise, cœur de la vie économique. Alors avec nous pour cette première partie, nous recevons avec Patrick Tudoret, Alexandre Mironesco, bonsoir. Alexandre Mironesco, vous êtes directeur fondateur de Iéna Capital. Iéna Capital, c'est une société d'expertise financière au service du patrimoine, pour favoriser donc l'organisation du patrimoine financier d'un certain nombre de gens. Avec vous, Jean-Philippe Delsol. Bonsoir. Vous êtes avocat fiscaliste, vous êtes président de l'IREF, l'Institut de recherche économique et fiscale. C'est un think tank qui a pour objectif que les gens que vous conseillez puissent éventuellement ne pas payer d'impôts ou en payer le moins possible. Non, ce n'est pas l'objectif du think tank. Ça, c'est mon objectif professionnel peut-être, éventuellement. Le tout très légalement, bien sûr. Mais le think tank a pour objectif de diffuser des idées libérales, essayer de faire aimer la liberté. C'est ça notre vrai objectif. Alors vous êtes l'auteur d'un certain nombre de livres, un livre qui s'appelle « L'injustice fiscale ou l'abus de biens communs »,« Échec de l'État »,« Éloge de l'inégalité » aux éditions Belles Lettres, Manitoba, et « À quoi servent les riches », dont on va parler plus particulièrement, qui a été publié chez Lattès et que j'ai lu soigneusement. Alors voilà, l'un des arguments essentiels qui vient, je voulais signaler d'ailleurs, monsieur Mironesco, que vous venez de Roumanie. Absolument. Et vous vous êtes progressivement assimilé et presque intégré, disons, à la société française. Et votre femme a raconté votre histoire dans un livre absolument décisif, à mes yeux en tout cas, que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Citizen Miro. Et dans ce livre, Citizen Miro, elle raconte votre jeunesse en Roumanie, le tremblement de terre de 77 qui a été très très important. Absolument. Et puis ensuite, comment l'exil s'est fait, comment il a été décidé, surtout la souffrance des Roumains du fait du communisme. Oui. Il y a eu des crimes, mais il n'y a pas eu que des crimes. Il y a eu beaucoup de gens qui ont souffert de la corruption, qui reste encore d'ailleurs aujourd'hui. Malheureusement. On en voit les traces. Et puis, au fond, une société complètement vérolée, je dirais, par le communisme. Mais c'est bien raconté, et c'est un livre vraiment agréable à lire. Et on lit votre biographie, je dirais, en se disant pas mal, hein, de pouvoir s'intégrer en France et de devenir dirigeant fondateur de Iéna Capital. C'est pas rien, depuis la Roumanie. Merci. Alors voilà, je voudrais commencer par ce que vous dites l'un et l'autre du point de vue de l'éloge de l'emploi. Au fond, on a l'impression que, à vos yeux, ce qui compte dans l'entreprise, c'est qu'elle est créatrice d'emplois. Et je voudrais commencer par ça parce que c'est important. Si la richesse peut créer une certaine morgue, vous dites le mot morgue, hein, monsieur Delsol. Morgue, insupportable. En même temps, la richesse, elle permet de créer des emplois. Quand elle devient investissement, elle est précieuse, dites-vous. Et ce qui est intéressant, c'est que vous soulignez l'importance de la volonté de réussir chez le chef d'entreprise et de ses motivations. Et je voudrais commencer avec vous, monsieur Alexandre Mironesco, que vous me disiez un peu vos motivations en dirigeant comme ça une entreprise financière. Qu'est-ce qui vous... Alors, est-ce que c'est gagner de l'argent ou bien est-ce que c'est véritablement favoriser l'emploi ? C'est les deux à la fois. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est que le gâteau grandisse et non pas que quelqu'un pique une partie du gâteau à quelqu'un d'autre. Ça a été observé depuis très longtemps par beaucoup de monde, par Turgot, par évidemment Frédéric Bastiat, qui ont axé toute leur réflexion là-dessus. En effet, j'ai deux buts qui sont absolument identiques en réalité, consubstantiels. Le premier, c'est de mieux gérer l'épargne des gens qui me confient leur argent. Donc, ils me font confiance pour gérer ça mieux. Mais comment est-ce qu'on gère une épargne ? L'épargne, elle est investie. Elle est investie dans des entreprises. Elle est investie dans l'économie. Il n'y a que ça qui crée de la richesse. Et donc, on ne peut pas... les gens qui vous disent « la finance, ça n'existe pas, c'est un truc un peu faux, etc. » Encore une fausse richesse. L'économie pas réelle, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La seule création de richesse provient du fait que des entreprises, des gens, avec des gens derrière elles qui sont à la fois des dirigeants, des salariés, tout le monde dans l'entreprise travaille dans le même sens pour produire des produits et des services qui rendent les gens heureux. C'est le bonheur qui compte. Les gens veulent ces objets.
ça ne sert à rien de les obliger de les acheter ou de leur dicter un prix ou une quantité ou quoi que ce soit. À partir du moment où une puissance publique se met à dicter des choses, toute l'économie tourne mal. Donc ça c'est le point important, c'est que l'investissement, c'est en fait de l'emploi. En fait, la richesse, c'est une ressource et c'est un emploi. Et donc, il y a un constat qu'on peut faire d'emblée, évidemment, et qui donne d'ailleurs le titre à cette émission, qui est que pour pouvoir éventuellement, vous en parlez dans vos livres, et on en parlera après, pour éventuellement redistribuer la richesse, encore faut-il, et ça c'est bien de le rappeler, la créer. Bon, c'est un préalable qui semble nécessaire. Or, qui crée la richesse ? Vous êtes tous à répondre. L'entreprise, clairement, l'entreprise, l'entrepreneur, la figure de l'entrepreneur, et avec, vous insistez sur vous parlez d'audace, la qualité essentielle de l'entrepreneur, prise de risque chez Alexandre Méandesco. Donc il y a ces éléments, et parmi vos clients, évidemment, il y a une grande majorité d'entrepreneurs qui sont devenus riches par accumulation de travail. C'est comme ça que les choses se passent. Exactement. Mais on gagne aussi de l'argent sans forcément travailler. Par exemple, quand votre argent rapporte du fait de l'intérêt, on gagne de l'argent. Et alors à ce moment-là, on se pose la question de savoir si votre argent travaille pour vous. Est-ce que c'est bien légitime que vous ayez des intérêts aussi importants alors que des salariés n'ont que leur salaire pour vivre ? Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Delsol ? Mais l'argent, qui rapporte d'ailleurs très peu aujourd'hui, quand il est placé sans risque et simplement pour rapporter un intérêt. Il rapporte beaucoup quand il est investi. Cet argent, s'il rapporte, c'est parce qu'il a été gagné d'abord. Il a fallu au départ. Il a été gagné par soi-même, c'est-à-dire que en réalité, les gens les plus riches représentent. Il a été gagné ou hérité. Et alors, je dis justement que selon les pays et les époques, ce sont toujours, parmi les gens les plus riches, d'abord des créateurs, et puis secondairement, mais de manière beaucoup plus minoritaire, des héritiers. Je peux d'ailleurs expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, l'argent, alors si vous voulez, aux États-Unis, c'est en général 80 à 90% des plus fortunés sont des créateurs. En France, on est plutôt dans les 70, 75%. Pourquoi ? Parce que les États-Unis sont un pays plus innovant, plus créatif, etc. C'est sans doute pour ça que M. Biden, génération. C'est sans doute pour ça que M. Biden, aujourd'hui, augmente les impôts des sociétés. C'est parce qu'il est plus créatif et que lui, il a eu ce réflexe. C'est peut-être pour ça, et il va tuer la création, d'ailleurs, en faisant ça. Mais il s'en apercevra une fois qu'il sera mort, lui. C'est-à-dire qu'il va laisser à la génération suivante les dégâts qu'il a causés. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, l'héritier, il a du travail à faire pour sauvegarder, faire prospérer son héritage. Et s'il ne le fait pas, il va le perdre. Je vais prendre des exemples, au risque de me faire battre à la sortie. Mais il y a en France une majorité de riches qui sont des créateurs. Puis ils ont des enfants. Alors il y a une famille Arnault qui a des enfants qui paraissent plutôt capables de prendre la suite. Et puis il y a par exemple, je donne des noms parce que comme ça provoque un peu, une famille Lagardère qui avait aussi un enfant. Mais alors celui-là, je ne sais pas où il a été trouvé son héritage, mais très franchement, il ne semble pas qu'il ait toute la capacité pour le faire prospérer. Il va le perdre. Mais il va le perdre très vite. Peut-être qu'il jouit à le dilapider. Je ne crois pas. Je crois qu'il est probablement, s'il s'en rend compte, ce qui n'est pas sûr, probablement assez triste. Oui. Et en réalité, il n'a pas la capacité, c'est tout. Et les gens qui n'ont pas la capacité de faire prospérer, ils perdent. Et ceux qui ont la capacité de faire prospérer, eh bien, ils poursuivent l'œuvre antérieure en investissant, en faisant travailler ce capital pour faire travailler des hommes et pour faire une œuvre au profit des consommateurs. Monsieur Delsol, est-ce que vous pouvez me dire d'où vient cette capacité à faire fructifier le capital ? D'où vient-elle ? Et pourquoi est-ce que Monsieur Lagardère fils ne l'a pas ? Et pourquoi est-ce que Monsieur Arnault fils l'a ? C'est la parabole des talents de l'Évangile Saint Matthieu. C'est la parabole des talents, exactement. Alors, je crois, la parabole des talents, et un peu plus que ça, parce que je ne suis pas, si vous voulez, déterministe. C'est-à-dire que je pense qu'on n'est pas seulement ce qu'on reçoit, on est aussi ce qu'on fait. Et heureusement, on a tous un libre arbitre, n'est-ce pas ? Et donc, en réalité, je crois que le créateur qui réussit, c'est celui qui, alors bien sûr, réunit un certain nombre de talents qu'il a reçus ou qu'il a fait prospérer lui-même. Et en fait, je vais un tout petit peu revenir sur ce que vous disiez au début de cette émission, d'ailleurs. Le créateur ne crée pas pour créer des emplois. Ce n'est pas du tout son objectif.
c'est la conséquence de ce qu'il fait qui va créer des emplois. Et c'est évidemment très important. Il crée pour créer de la valeur. Je crois qu'un créateur a envie d'apporter quelque chose au monde, et en apportant quelque chose au monde, de l'apporter par lui-même et de se faire valoir lui-même. Un créateur est quelqu'un qui a envie d'être, qui a envie d'exister pour les autres, vis-à-vis des autres. C'est secondairement seulement qu'il a envie de s'enrichir. Mais c'est un mobile important. C'est parce qu'il est doublement important. S'il ne crée pas d'argent en même temps, s'il ne crée pas de profit, il va mourir. Parce qu'on a besoin de profit pour réinvestir, pour développer. Et s'il ne crée pas d'argent, il va aussi lui-même, eh bien, finalement, perdre le moral, perdre l'envie d'avancer. Et donc, il faut qu'il y ait le profit, qui peut être dans des mesures raisonnables, bien sûr, mais il faut qu'il y ait du profit, mais ce n'est pas la motivation principale. Jean-Philippe Delsol, dans votre livre, il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est que, ayant lu Adam Smith, vous prenez parti pour Adam Smith, et vous dites, au fond, que la théorie du ruissellement est une bonne théorie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on amasse de l'argent, ça ruissellerait partout, et ça permettrait aux gens qui sont tout en bas de l'échelle sociale d'en profiter. Mais vous savez qu'elle est très contestée, cette théorie, et je voudrais savoir ce que vous en pensez. Elle est effectivement très contestée, notamment par le pape François, par exemple, oui. Pour donner quelqu'un qui n'est pas du camp de la gauche, de manière officielle en tout cas, et par toute la gauche, effectivement, qui la critique. En réalité, le ruissellement n'est pas toujours exact, mais il l'est généralement dans les sociétés libres. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières de s'enrichir. Celui qui s'enrichit par la corruption, celui qui s'enrichit par des avantages particuliers, même sans corruption parfois, il obtient des monopoles de l'État, il a de la connivence avec ceux qui savent, ceux qui disent, ceux qui allouent les marchés. Alors ça, ce n'est pas de la bonne richesse, c'est de la richesse qui ne crée pas de ruissellement. Mais dans un marché libre, ceux qui créent, ce sont ceux qui vendent, c'est ce qu'a très bien dit Alexandre, ceux qui vendent des produits à des consommateurs qui sont libres de les acheter ou de ne pas les acheter. S'ils les achètent, il va réussir, mais s'ils les achètent, c'est qu'ils en ont envie ou besoin. Et donc, en réalité, il va satisfaire le consommateur et se satisfaire lui-même et satisfaire ses employés. Et donc, il va créer du ruissellement. Et je vais prendre un exemple. On critique beaucoup, alors je vais vous choquer, là aussi je suis un peu provocateur, hein, mais c'est peut-être le jeu aussi. Je vais prendre l'exemple de Trump que tout le monde voue, surtout aujourd'hui, aux gémonies, pire que jamais. Mais ceci dit, je pense que c'est beaucoup mieux, si vous voulez, d'aider les classes défavorisées en leur donnant du travail et en valorisant le travail, ce qu'il a fait pendant ces 4 ans. Les catégories les plus défavorisées, et notamment les catégories de couleur, ont vu leurs revenus augmenter de manière bien plus importante que sous l'ère Obama, et le taux de chômage baisser de manière bien plus importante que sous l'ère Obama. C'est beaucoup mieux que de faire comme M. Biden, qui crée de la fausse valeur en distribuant de l'argent qu'il n'a pas. Merci. Exactement. En fait, sur le ruissellement, moi, j'ai lu des choses très intéressantes et on en parlait encore hier dans un journal. En fait, c'est une théorie qui est inventée par un comique américain en 1928. Et ça a été repris très vite par les antilibéraux parce que, justement, un peu pour discréditer le capitalisme. Si on parle de trickle down. Le fameux trickle down. Dans votre mémo, vous parliez de triple up. Exact. John Maynard Keynes, qu'on ne peut pas accuser de libéralisme forcené, a lui-même fait une étude là-dessus. Il s'est rendu compte que ce n'est pas du tout du trickle down, c'est du trickle up. C'est qu'en fait, en réalité, c'est parce que vous investissez et vous créez des jobs, et c'est ce que Henry Ford avait fait de façon géniale en son temps. C'est parce que vous créez de la classe moyenne qui s'enrichit, c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde, en Chine, en Inde, au Brésil, c'est absolument phénoménal. Toute la pauvreté mondiale est en train de baisser depuis maintenant 100 ans à une vitesse grand V. Pourquoi ? Parce qu'on permet cet enrichissement. Et on permet ça grâce au libre-échange et à l'économie libre de marché. Vous ne pouvez pas quand même nier le fait que les inégalités vont croissant dans un pays comme le nôtre. Par exemple, tous les observateurs, tous les sociologues, tous les économistes montrent que ces inégalités vont croissant. Est-ce que c'est juste de voir croître ainsi les inégalités ? Est-ce qu'on peut rester les bras ballants en face de ce processus ? Ben pourquoi ce serait injuste ? Moi, je pense que ce serait injuste, comme le dit Jean-Philippe Delsol, si ces inégalités étaient causées, comme par exemple dans les régimes un peu tyranniques, totalitaires, qui sont notamment les régimes communistes de par le monde, Maduro, etc., si une petite infime partie très corrompue
pique la richesse nationale à son profit et devient, comme aujourd'hui le dirigeant chinois, propriétaire de quasiment toute la Chine. Bon, ça, c'est l'homme le plus riche au monde aujourd'hui, c'est M. Poutine. Bon, ça va pas. En revanche, que dans une société libre, des gens puissent entreprendre, fassent fructifier et accumulent des richesses, est une chose qui c'est pas juste ou injuste, c'est un état de fait. Le capitalisme, c'est pas une doctrine, c'est un état de fait de la société normale des hommes depuis toujours. Et en fait, pourquoi c'est aussi intéressant, en fait? C'est intéressant parce que le rôle des gens qui ont accumulé du capital, il y en a deux énormes. Le premier, c'est qu'ils ont la capacité de prendre des risques sans se mettre en danger. Ils peuvent mettre en jeu des capitaux colossaux. Alors on dit que les États pourraient le faire à leur place. Non, les États, ce n'est pas leur rôle du tout, parce qu'ils ne savent pas le gérer correctement, d'une part, et d'autre part, ce n'est pas leur argent. Les gens qui possèdent un capital, c'est leur argent. C'est à eux de prendre des risques. Et ils le font parfaitement. Ils le font très souvent. On ne parle jamais par le biais du survivant, on ne parle jamais que des choses qui ont marché parfaitement. Mais on oublie que l'histoire est pleine de cadavres entrepreneuriaux, de projets qui n'ont pas marché. Ce capital-là a été perdu pour des gens riches, pas pour des gens pauvres. L'histoire de nationaliser les pertes, ça c'est une erreur totale. Il faut nationaliser rien du tout. Bon, c'est aux gens riches de perdre de l'argent, si c'est le cas. Ça, c'est le point 1. Le point 2, ils ont une autre fonction extrêmement intéressante, et tous les capitaines d'industrie qui ont vu apparaître en France dans ces dernières décennies ont cette capacité-là et ce talent, on en a parlé tout à l'heure, c'est de tout simplement bien allouer les ressources. Je répète, le capital, c'est pas une richesse, c'est pas un tas d'or, c'est pas Picsou dans son coffre-fort. C'est en fait une ressource et elle sert à être employée. Et l'emploi, c'est l'investissement, c'est l'activité d'investissement. L'entreprise, c'est le cœur même de l'entreprise, l'activité de l'entreprise, c'est l'investissement. Et c'est pas que l'investissement d'argent, c'est l'investissement de temps, d'effort, d'une énorme incapacité de se dédier. Certains entrepreneurs travaillent, mais tout simplement jour et nuit. Je dirais même presque tous. Et ça, c'est parfois au prix de sacrifices personnels, assez important. Parce qu'ils ont une vision, parce qu'ils ont quelque chose qui les pousse. Et c'est de là que vient la richesse. La richesse vient de la correcte allocation des ressources. Les États, quand ils font des allocations de ressources, ça donne des Areva, ça donne des avions renifleurs. La liste est tellement longue qu'on va même pas. Mais c'est pareil avec le capital privé. Vous savez, le capital privé, ça donne la corruption, etc. Je pourrais prendre des tas d'exemples. Non, c'est parfait que le capital privé prenne des risques, tout à fait, c'est ce que je viens de dire. Mais c'est à lui d'assumer des pertes. Okay, et c'est ce qu'il fait très bien. Pas du tout à la puissance publique. La puissance publique, elle joue toujours avec l'argent des autres. C'est le problème de l'étatisme et de l'égalitarisme, qui sont deux concepts assez proches. C'est que, en fait, vous jouez avec l'argent des autres. C'est ça qui crée la corruption. Vous contestez donc l'État entrepreneur, mais le problème, c'est l'État régulateur. Parce que l'État est d'abord là pour réguler. Et dans vos idées qu'il faut moins d'État, moi je suis d'accord avec vous qu'il faut sans doute moins d'État parce qu'il ne faut pas que l'État entreprenne trop. Parce que ce n'est pas son rôle. Mais en revanche, c'est son rôle de réguler pour que, justement, ceux qui travaillent dans les entreprises puissent avoir un minimum de ressources, d'une part, et d'autre part, puissent ne pas être maltraités. Tout un chacun sait très bien qu'il peut y avoir des abus dans le fonctionnement de l'entreprise. Il peut y avoir des abus, bien sûr. Bien mais entendu. Ce qui compte, votre question est extrêmement pertinente, bien entendu. Est-ce juste? Mais ce qui est injuste, c'est la pauvreté, ce n'est pas l'inégalité. Ce qui est injuste, c'est qu'il y ait des gens qui n'aient pas, en travaillant, les moyens, quand ils en sont capables, les moyens de gagner leur vie décemment. Ce qui est injuste, c'est que ceux qui n'ont pas la capacité de travailler soient laissés sur le bord du chemin. Ça, c'est injuste. Après, le fait qu'il y en ait qui gagnent tant et d'autres tant, ça n'est pas forcément injuste. Ce qui compte, c'est que le système fonctionne de manière à pouvoir élever tout le monde. Et ce que je constate, c'est que dans les systèmes, évidemment le communisme est au paroxysme de tout ça,
qui veulent abaisser... Arrêtons avec le communisme, il n'y a plus de communisme. Non, mais il y en a encore. Il y en a encore pas mal de gens qui en souffrent. en Corée du Nord. Et puis la Chine, surtout. Et en Chine, d'une certaine manière, enfin la Chine, c'est un communisme C'est compliqué. capitaliste. doublement dévoyé. Voilà. Oui, on le voit apparaître de plus en plus sous son propre. Il a créé en fait un capitalisme corrompu Voilà. parce qu'il est de connivence avec l'État Exact. et le Parti communiste. Donc c'est pire que tout, évidemment. Et l'inégalité est la plus criante là-bas parce que c'est cette connivence qu'il a créée. Et elle crée moins de richesse pour les pauvres. Donc en réalité, ce que je veux dire, c'est que dans les systèmes plus ou moins libres dans lesquels nous avons la chance de vivre, la liberté de création entraîne effectivement l'enrichissement de tout le pays, permet d'élever les salaires. On n'a pas forcément besoin d'un salaire minimum. Le salaire minimum, ça écarte un certain nombre de gens du travail. Et moi, je prends simplement des exemples entre la France et l'Allemagne, entre la France et les pays du Nord de manière plus générale, entre la France et les États-Unis. Nous, on veut tout réguler. Et à force de tout réguler, en fait, on empêche la création. Et je vais prendre juste un petit exemple. Pourquoi est-ce qu'une partie de notre industrie part en Allemagne ou ailleurs? Pourquoi est-ce que la France se désindustrialise? On a à peine plus de 10% maintenant d'emplois industriels. Parce qu'il n'y a pas eu assez de politique industrielle, justement. Non, pas du tout. On le verra tout à l'heure. Parce qu'il n'y a pas assez de créativité industrielle, parce qu'en fait, on muselle les entrepreneurs. Absolument. On limite leurs marges. Donc on les empêche d'investir. On régule les conditions dans lesquelles ils embauchent, débauchent, payent leurs salariés. Et donc tout ça crée en fait des freins à l'industrie. Monsieur Delsol, s'il n'y avait pas de régulation étatique, on aurait une exploitation absolument sans limite des travailleurs par les chefs d'entreprise. C'est très intéressant ce que vous dites, mais c'est en fait malheureusement totalement faux. C'est intéressant parce que c'est une vision que beaucoup de gens, notamment de gauche, qui sont par définition un peu idéologues, ont cette vision. Les gens de droite ne sont pas idéologues? Non, les gens de droite ne sont pas du tout idéologues. Je redis ce que j'ai dit au début. Le capitalisme, c'est l'état de fait naturel de la société humaine, depuis toujours. Donc non, l'idéologie, c'est l'égalitarisme. Ça, c'est idéologique. Et l'étatisme qui va de pair. Je ne suis pas du tout égalitariste. Non, je ne vous accuse pas personnellement, je dis juste simplement l'égalitarisme, quand vous parlez de la justice des inégalités. Ce qui est important, comme disait M. Delsol, c'est les gens en bas, les pauvres. Ce qui est important, c'est on a une échelle, donc il y a tout en bas et tout en haut. Ce qui est important, c'est que la personne qui est tout en bas ait la chance de pouvoir monter l'échelle si elle a les capacités et la volonté de le faire. À ce moment-là, il faut qu'elle ait absolument tous les moyens. C'est pour ça que moi, par exemple, à notre école qui est HEC, je donne de l'argent tous les ans pour que des boursiers qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais qui ont les moyens, puissent y accéder et ensuite devenir patrons de boîtes. Parce que ça, c'est vous donner les chances à tout le monde. Malgré vos dons qui sont sans doute très efficaces, il y a un certain nombre de gens, écoutez-moi, il y a un certain nombre de gens qui n'ont pas les moyens d'arriver à une situation sociale aisée, alors parce qu'ils viennent d'un milieu non privilégié. Et je constate, si vous voulez, qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens à l'université et dans les grandes écoles qui sont issus des couches les plus favorisées et de moins en moins de gens qui viennent des couches les moins favorisées. Je le déplore. Pourquoi cette inégalité croissante? Moi, je vais vous dire pourquoi, monsieur. Je vais vous dire mon sentiment et mon analyse. C'est en fait parce que l'école de la République s'est dégradée totalement dans une vision qui est égalité par le bas. C'est-à-dire qu'en fait, à force de se caler sur le plus bas niveau de l'élève le plus mauvais dans chaque classe, pour éviter qu'il y ait des inégalités, à force de ne plus noter les gens, à force de ne plus vouloir leur apprendre des choses trop compliquées parce que les plus mauvais élèves ne suivent pas, etc., eh bien, en fait, on médiocrise, si je peux exprimer ce néologisme, tout le monde. Et donc, en fait, il n'y a plus, finalement, que ceux qui ont la chance d'avoir une famille qui les instruit, qui les éduque, qui les élève, qui vont réussir. Et c'est ça le vrai drame d'aujourd'hui. Et alors vous allez jusqu'à la réflexion à propos de l'ISF. Vous pensez, parce que votre livre a été écrit avant l'ISF, avant les transformations de l'ISF, vous pensez que l'impôt sur la fortune, par exemple, c'est quelque chose qui est insupportable? Oui. Pour quelle raison? Alors, je vais vous dire... Est-ce que ce n'est pas un élément de régulation, justement, que l'État permet? Alors, d'abord, c'est un instrument de régulation s'il devait être instrument de régulation, il aurait un effet tellement modeste qu'il n'a pas d'intérêt. Vous savez que l'ISF, c'était un produit de l'ordre de 5 milliards d'euros par an, c'est-à-dire en réalité
quelque chose d'infime par rapport à l'ensemble des charges, des cotisations sociales et des impôts. C'est pour ça d'ailleurs que M. Biden donc, augmente en Amérique les impôts avec l'objectif effectivement de se servir de cette augmentation pour réguler la société. Sauf que Et l'histoire... vous qui prenez exemple sur l'Amérique, je voudrais savoir si vous reprenez exemple sur l'Amérique encore maintenant. Mais je prends exemple sur l'Amérique libérale, bien sûr, sur l'Amérique Donc de Biden. qui réussit. Biden est un socialiste, est un collectiviste. Donc en réalité, évidemment, c'est un collectiviste qui en fait dépend d'ailleurs comme une marionnette de la gauche extrême, parce qu'il n'a pas de majorité sans elle, ni à la Chambre, ni au Sénat. Et donc en fait, il a une politique qui est totalement collectiviste, qui consiste seulement à utiliser les réussites de Trump pour vacciner et pour le reste, dépenser de l'argent à tout va dans des plans qui sont inimaginables et qui vont coûter très cher à l'Amérique de demain. Mais c'est un autre débat. Je pense que dans ce débat d'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de noter que l'impôt sur la fortune, il peut y en avoir un impôt sur la fortune. Les Suisses réussissent très bien avec un impôt sur la fortune. Le problème, c'est une question de niveau et finalement de raisonnabilité, en quelque sorte. C'est ça, d'ailleurs, vous plaidez pour une simplification des régimes fiscaux et sociaux et pour redynamiser la société. Oui, c'est ça. Et vous êtes même d'ailleurs pour la disparition des niches fiscales. Moi, je suis totalement pour la disparition des niches fiscales parce qu'en fait, les niches fiscales sont tout injustes. C'est un avantage donné à quelques-uns au détriment des autres, car les autres payent pour pouvoir accorder cette niche. Et en fait, elles sont considérables. Si on prend toutes les niches, parce qu'en fait, on n'en prend qu'une partie quand on donne les chiffres habituels. Si on prend toutes les niches, c'est 200 milliards par an en France. C'est-à-dire pratiquement 85% des produits fiscaux de l'État. C'est considérable. Et c'est autant d'injustice. C'est pour ça que, je termine juste, sur l'impôt sur la fortune, je ne dis pas que c'est en soi mauvais. Ce que je dis, c'est que les Français qui ont un brin de fortune, ceux qui en ont plus encore, peut-être encore plus, mais ont été extrêmement frappés par cet impôt sur le plan psychologique, parce que pour eux, c'était leur prendre ce qu'ils avaient gagné et sur quoi ils avaient déjà payé. Car c'est ça le problème, c'est qu'on paye déjà des droits de succession qui peuvent être considérables, ils vont jusqu'à 60%, même en famille de descendants directs, c'est 45%. Mais c'est au-dessus d'un certain niveau. Mais qui est un niveau c'est très rapide par rapport aux autres pays. Par exemple... Très rapide, mais est-ce que vous savez que ce niveau... Attendez, est-ce que vous savez que ce niveau est atteint par moins de 1% de la population française. Mais c'est la population qui est créatrice, excusez-moi de le dire. C'est la population qui est créatrice d'entreprises et qui est, en fait, qui crée de la valeur. C'est pour ça qu'elle crée de la richesse pour elle-même aussi. Et donc vous êtes partisan de ce qu'on appelle la flat tax, notamment, qui est d'ailleurs, beaucoup de gens ne le savent pas, parce que c'est mis en œuvre partout dans le monde. À Hong Kong, bien sûr, il y a 35 pays dans le monde. Mais aussi en Europe. Voilà. Mais bien sûr, il y a une dizaine de pays en Europe qui ont la flat tax. Il faut expliquer ce que c'est que la flat tax. Alors, je vous laisse l'expliquer. C'est tout simplement un impôt qui est le même pour tout le monde. Voilà. Donc, il n'y a pas de raison que quelqu'un, si vous gagnez 10, vous payez, je sais pas, par exemple, 25%, donc vous payez 2,5, et si vous gagnez 1000, vous payez 250. Voilà. Mais il n'y a aucune raison d'introduire une proportionnalité, ni dans un sens ni dans l'autre. Le problème aujourd'hui en décider, en décidant que dans le monde entier, on ne pouvait pas échapper à l'impôt. En payant dans les harmonisations fiscales, c'est une très bonne chose parce que nous libéraux, merci, on pense absolument une bonne décision. Absolument, on n'est pas contre l'impôt, même si en fait tout impôt est une forme de spoliation de la propriété privée, bien sûr, mais il est acceptable jusqu'à un certain point. D'accord. La France, malheureusement, est maintenant championne du monde, on sait, sur toutes les classes. Donc il ne faut pas commencer à redire dans la campagne présidentielle qu'il faut en augmenter encore, parce qu'elle ne peut plus. Et d'ailleurs, on sait très bien depuis l'affaire que si vous augmentez trop le taux d'impôt, à un moment donné, la recette baisse. C'est déjà le cas en France. Bon, mais je reviens à mon point. Oui, c'est la courbe de l'affaire, c'est ça. C'est la courbe de l'affaire, vous l'évoquez, absolument, qui est que trop d'impôts, tu l'imposes. C'est quelque chose qu'on connaît depuis toujours. Enfin, donc la fiscalité, elle est jusqu'à un certain point acceptable, mais la fiscalité, il faut qu'elle soit proportionnelle. Il faut qu'elle soit proportionnelle pour tout le monde. Il n'y a pas de raison que tout en bas, la moitié des Français ils payent 0 impôt sur le revenu. Ensuite, vous avez plein de gens qui sont super taxés parce qu'ils rentrent très vite dans les tranches où ils payent un impôt sur le revenu très élevé. Et après, les ultra riches, et eux se débrouillent parce qu'ils ont des entreprises, etc. Ils se débrouillent pour en payer moins, et via des niches, comme disait M. Delsol. Ça s'appelle l'optimisation fiscale. C'est juste pour être pédagogique, et à ne pas confondre avec l'évasion, c'est autre chose. L'optimisation provient souvent, il y a des confusions. L'optimisation, elle est légale.
tandis que Voilà, l'évasion, elle est illégale. Mais l'optimisation au niveau des grandes entreprises, etc., provient justement du fait qu'il n'y a pas une harmonisation fiscale mondiale. En ce moment, tout le monde essaye de l'obtenir. On a réussi, et c'est une bonne chose, de faire en sorte qu'il y ait moins de paradis fiscaux. Il faudrait aussi qu'on essaye de faire en sorte qu'il y ait moins d'enfers fiscaux, honnêtement. Je serais plus qu'on essaye plutôt ça. La France est un enfer fiscal ? Oui, absolument. Absolument. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle beaucoup de paradis fiscaux en France. Parce que donc, et oui, la France évidemment, fait partie des pays les plus taxés au monde, ça c'est certain. La France, si vous diminuez les impôts globalement demain matin, la France part comme une fusée. Okay, on peut être leader sur plein de secteurs, on peut être les leaders mondiaux. Simplement, pour l'instant, tant que vous avez l'État qui anthropise tout et qui alloue mal les ressources, surtaxe, dépense beaucoup trop, c'est ça le vrai problème de la France. Il est là. Monsieur Delsol. La France, parce que vous n'avez pas l'air de le croire, monsieur Spire, mais la France est champion du monde. Pas tout à fait, car la Corée du Sud et Cuba sont avant elle en termes de dépenses publiques. Mais la Corée du Sud et Cuba. Après, c'est la France. Dépenses publiques, on arrive à pas loin de 62, 61, non, quelque chose ? Beaucoup plus que ça. Ah bon ? 62,1, mais vous avez raison, 62,1% en 2020, ah oui. Ce qui est considérable déjà. Oui. Ce sont les chiffres donnés par Eurostat, mais qui fait des calculs qui ne sont pas tout à fait ceux que fait l'INSEE en France. Si vous prenez les chiffres de l'INSEE, c'est-à-dire le PIB calculé par l'INSEE et les dépenses publiques 2020 calculées par l'INSEE, on tombe à 66,8%. Merci. Alors je rappelle que le livre de M. Delsol s'appelle « À quoi servent les riches ?» et il est publié chez Lattès, et que le petit livre qui raconte l'histoire de M. Myronesco, histoire absolument admirable, est publié aux éditions Laurent Biot, c'est ça ? Merci, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. L'entreprise cœur de la vie économique, deuxième partie, sur le grill. Marie-Noëlle Amiot, bonsoir. Vous êtes directrice générale de Thiola. Thiola, c'est une entreprise du Loir-et-Cher qui s'occupe des emballages en carton de produits qui ont été conçus et fabriqués à Blois. Dans un groupe qui aujourd'hui s'appelle le groupe Guillain. C'est ça. Et puis en face de vous, Jean-Baptiste Anginot. Vous êtes administrateur de l'Ecofit. Vous êtes fondateur et ancien dirigeant aussi d'ailleurs d'Ecofit. Et vous êtes vice-président de la CCI du Loir-et-Cher. Et vous êtes tous les deux, au fond, je dirais, militants de la Chambre de commerce du Loir-et-Cher. Alors, je voudrais commencer par décrire vos entreprises, parce que j'ai été voir un petit peu ce qu'elles étaient, l'une et l'autre. Alors, vous, Ecofit, ce sont des moteurs électriques ventilateurs, etc., que vous fabriquez à Vendôme, dans des conditions qui font que vous exportez beaucoup, grosse exportation. Ce sont des entreprises petites et moyennes. Vous avez 170 salariés, je crois, et vous, madame, 180 ou... Oui, on est 120 sur Blois, et puis on a un site à l'étranger aussi, donc on est aussi de la même taille. À peu près la même taille, oui, c'est ça. Et alors, en fait, ces entreprises, comme c'est le vivant, et justement, c'est vraiment le cœur de la vie entrepreneuriale française, on a souhaité avoir ces deux représentants que vous êtes d'entreprises moyennes, parce que c'est elles qui créent la richesse dans notre pays, beaucoup plus que les grosses d'ailleurs. Non pas que les grosses n'en cueillent pas, mais il y en a pas beaucoup de grosses. Tandis que des moyennes comme vous, il y en a un certain nombre. Et vous dites l'un et l'autre que l'entreprise est la cellule de base de l'économie moderne, et qu'en fait, on a, avec les produits que vous fabriquez, des marchés qui permettent de faire vivre ces entreprises. Alors, ce que je voudrais vous poser comme question, c'est... qu'est-ce qu'il en est de la création d'emplois ? Est-ce que vous arrivez, est-ce que c'est un de vos objectifs ? Tout à l'heure, il a été dit par vos prédécesseurs que la création d'emplois, ce n'est pas du tout l'objectif des entrepreneurs. Mais vous, est-ce que pour vous, c'est une question importante que le maintien de l'emploi et la création de l'emploi ? C'est une des missions de l'entreprise. On parle beaucoup d'entreprise à mission aujourd'hui. Indépendamment de notre mission fondamentale sur chacun de nos activités, nous, c'est de concevoir et de fabriquer des emballages pour transporter des aliments et la sécurité alimentaire. Clairement, quand on est une entreprise, on a à cœur d'animer nos équipes. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'entreprise sans équipe et sans personnel. Et la création d'emplois est tout à fait importante. Pour ma part, je suis effectivement en plein projet de développement. L'emballage carton
se développe fortement. Et notre problématique, c'est pas de créer c'est pas de créer des emplois. On a beaucoup de création à faire, beaucoup de développement à faire, c'est de trouver du personnel aujourd'hui. Mais clairement, Parce que dans la situation française où il y a du chômage, vos entreprises, pour autant, ont du mal à trouver de l'emploi. c'est assez paradoxal aujourd'hui, et je dirais qu'en tout cas sur l'entreprise, Jean-Baptiste pourrait confirmer la même chose, c'est qu'aujourd'hui, moi j'ai 20 créations d'emplois à la clé. C'est très compliqué de trouver des candidats. Et c'est très compliqué déjà de trouver des candidats. Pour quelle raison? Parce qu'ils ne sont pas formés? Alors, c'est clair. C'est clair qu'ils ne sont pas formés, mais je veux dire, aujourd'hui, la mission de l'entreprise est aussi de former. Et donc, il y a effectivement beaucoup de choses à faire de façon à pouvoir organiser cela. Et c'est une vraie évolution. On a eu la réforme de la formation, ça fait beaucoup parler. Et à l'heure d'aujourd'hui, on réfléchit comment on peut attirer à nous des salariés, les fidéliser, parce qu'on est toujours... Alors, nous, on est vieille entreprise blésoise, 140 ans, on a des gens qui ont fait toute leur carrière chez nous, mais ce qui peut être moins vrai des générations aujourd'hui. Et là, c'est comment attirer les salariés chez nous. Et notre mission, ça sera de les former de toute façon. Il y a un vernis de base, mais la vraie difficulté, c'est d'avoir une véritable envie. Aujourd'hui, quand on va recruter quelqu'un, on va recruter quelqu'un qui a envie. Après, on va l'emmener, on va le former, etc. Mais ce qui importe, c'est son envie à lui, en fait. C'est comme l'envie de créer, et là, c'est avoir l'envie de s'insérer dans une entreprise. Et c'est la vraie difficulté. Et là, va falloir qu'on se mette autour de la table pour trouver vraiment des solutions. Le préfet du Loir-et-Cher, qui est arrivé dernièrement, nous disait l'autre jour à la Chambre de commerce, je suis étonnée que sur ce territoire, il vient plutôt de la Vendée où c'est un territoire plus actif, qu'il y ait un taux de chômage qui est quand même important et que j'entends les entreprises qui disent on a du mal à recruter. Alors comment expliquer ça, M. Angino? Alors, bon, déjà pour revenir un tout petit peu sur ce que vous disiez, personnellement, je ne pense pas que le but de l'entrepreneur soit de créer des emplois, mais il est que dans son entreprise et dans son projet entrepreneurial, il cherche la croissance. Je crois que s'il a une intuition sur un marché, et en particulier lorsque aujourd'hui c'est encore plus possible qu'auparavant, on a une ambition possible sur la planète. Alors vous l'avez avec vos moteurs électriques et vos ventilateurs. Absolument. Voilà, parce que quand on ventile les TGV chinois, on se dit mais après tout les Chinois ils ont bien la possibilité de faire des ventilateurs. Mais non, il se trouve que là c'était ceux qui étaient conçus à Vendôme dans le Loir-et-Cher qui sont encore là. Bon, très bien. Et on a d'autres exemples sur les États-Unis ou ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que le but de cette croissance, il n'est pas de créer des emplois en soi. Il est de pouvoir continuer à investir en développant son chiffre d'affaires, en développant ses résultats, pour pouvoir investir, et c'est là où on va retoucher au point, investir dans des machines, des moyens, etc., mais investir en hommes aussi. Moi, j'ai vécu la trajectoire d'une entreprise qui a commencé tout petit, qui a été créée à partir de rien, et avec 170 personnes aujourd'hui, eh bien, sur les 30 dernières années, le taux d'emploi s'est complètement transformé. C'est-à-dire qu'entre un ingénieur qui faisait tout, qui vendait, qui concevait et qui mettait les mains dans le cambouis, c'était mon associé, lorsqu'une machine ne fonctionnait pas, eh bien, assez rapidement, on a été très heureux de pouvoir s'offrir les services de compétences, un ingénieur, un technicien, etc. Et alors, l'un des points caractéristique de la période que nous vivons est sans doute que dans l'industrie, et c'est un élément important quand même à considérer, on se rend compte que la croissance est possible, mais en créant sans doute un peu moins d'emplois non qualifiés. Et c'est bien là tout le souci que nous avons en France, puisque effectivement, on a aujourd'hui, pour toutes sortes de raisons, un déficit de formation et donc de promotion dans certaines filières, qu'elles soient techniques ou autres, et qui fait qu'on ne trouve pas les compétences dont on a besoin autour de la table. Alors, est-ce que trouver ces compétences ne relève pas en partie d'un dialogue que vous auriez avec les structures étatiques, c'est-à-dire avec la manière dont l'éducation nationale forme les jeunes, avec la manière dont les ministères du Travail s'intéressent au problème de la formation? Est-ce que vous ne croyez pas que là, il y a quelque chose qui relève du dialogue entre l'entreprise et l'État? Bien évidemment que le dialogue, mais je pense qu'il est toujours actif. Alors après, je dirais qu'il y a la formation de base,
Et je réfléchissais à ce problème et je me dis, mais comment on fait? L'entreprise va avoir le rôle de la formation. Il y a la formation de base et des grands principes qui doivent être faits par l'éducation nationale. Quand on va chercher effectivement des compétences ingénieurs, voilà, il y a des écoles ingénieurs. Et à un moment, effectivement, je discutais avec l'INSA qui est installée à Blois l'autre jour. Elle me dit, de toute façon... L'INSA, c'est quoi? C'est une école d'ingénieurs. Oui. Donc, il y a un certain nombre d'INSA sur le territoire. Donc, c'est une belle école d'ingénieurs. Et il me disait, de toute façon, tous nos étudiants, on les envoie en stage, ils sont en 5e année et ils sont tous pris. Donc, on peut avoir aussi un déficit d'ingénieurs. Donc là, c'est des postes très prisés. Il n'empêche que, comme tu le disais Jean-Baptiste, c'est qu'on a besoin de techniciens. Voilà. La formation technique, à un moment, dans notre industrie, on a des machines bien spécifiques. Bon, il y a des formations conduite de machines, par exemple. Quand je regarde le programme, ils ne pourront pas former sur nos machines. Donc, nous avons un rôle d'intégrer, d'accueillir et de former sur nos propres machines. Mais il y a l'environnement qu'il va falloir... donc, il y a un vrai dialogue à trouver. Je pense qu'il y a une vraie évolution de ces formations sur... L'industrie, après, c'est de se dire, voilà, ça ne fait pas envie, on l'a décrié, on dit, on va réindustrialiser en France. C'est-à-dire, ce qui explique, à votre avis, le paradoxe, grand nombre de chômeurs et difficulté pour vous à trouver des salariés, c'est parce qu'on est en face d'une situation où des gens n'ont pas envie de se former pour ensuite être formés de façon complémentaire dans l'entreprise? C'est difficile à dire. À un moment, on entend. Voilà, quand on ne trouve pas, on va entendre, mais il faut savoir les attirer, il faut leur offrir un contexte, etc. Bon, ok. Mais je pense que ça ne suffit pas. Et là, il y a vraiment à discuter avec... Alors, qu'est-ce qui manque? J'ai toujours pas compris, moi, ce qui manque. C'est compliqué. Dans un livre que j'ai lu, j'avais une phrase que j'ai notée, que je trouvais intéressante, c'est que avoir envie de travailler dépend à la fois de la pression économique, donc d'avoir besoin d'aller gagner sa vie, et le fruit aussi est une éducation morale. Je trouve que c'est très vrai. Donc c'est de se dire comment... parce que l'entreprise, c'est un lieu social. Donc effectivement, on ne crée pas quand on a son idée, etc. On a envie de la réaliser. Donc après, on va mettre les moyens qu'il faut en investissement matériel et en investissement humain, bien évidemment. Mais avant tout, quand on a une communauté, c'est une communauté de vie et c'est une unité sociale où il fait bon vivre. Donc on va créer ce contexte et on s'en occupe beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a 100 ans, par exemple. Les gens de l'extérieur ne se rendent pas forcément compte de ce qu'est cette communauté de vie et elle peut ne pas faire envie vu de l'extérieur. Et ensuite, une fois qu'on est dedans, on se dit, tiens, mais finalement, non seulement j'ai un salaire à la fin du mois, mais c'est assez sympa, il y a des gens qui, etc. Mais la question que vous posez, finalement, on s'est beaucoup posé la question dans les dernières décennies, on va dire, de la place de l'entreprise. Et on parle beaucoup maintenant du fait que l'entreprise, si elle n'est pas encore une entreprise à mission, en tout cas, elle doit tenir compte de ses parties prenantes. Les fameux stakeholders et les parties prenantes, on est dans un territoire et c'est intéressant dans un petit département comme le nôtre où on a encore beaucoup de ruraux qui viennent travailler dans nos usines. Les parties prenantes, elles sont les politiques, les services de l'emploi et les services de l'éducation, que ce soit l'éducation nationale ou les services de formation. Notre entreprise appartient à la métallurgie. On a des filières de formation pour tous les niveaux. Le problème, ça commence à changer, mais sur les 10 dernières années, nous n'arrivions pas à remplir nos filières de formation pour les métiers de la mécanique. Alors on dit, oui, mais vous, les mécaniciens, c'est pas attirant pour les jeunes. Bon, alors dans ce cas-là, on balaye un peu devant sa porte et on dit, qu'est-ce qu'on fait pour être plus attirant? Et alors on commence à dire, mais regardez, si vous êtes arrivé à un niveau de technicien, etc., regardez comme c'est intéressant, non pas de jouer sur une console avec des joysticks, mais d'utiliser son PC pour aller modifier des machines qui auraient été vendues par l'entreprise dans tel ou tel endroit dans le monde. Et on est à Vendôme dans le Loir-et-Cher ou à Blois dans le Loir-et-Cher, et on peut très bien faire ce genre de choses. Donc on commence à voir que les technologies sont intéressantes et il faut que l'on soit capable de mieux promouvoir cet intérêt-là. Est-ce que l'intérêt ne vient pas au fond de l'innovation et de la recherche ? Et qu'en fait, il faudrait qu'il y ait dans vos entreprises des services d'innovation et de recherche qui, en améliorant le produit que vous faites, ou en tout le transformant,
d'une certaine façon, mobiliserait l'intérêt et la passion de gens qui ne sont pas actuellement dans l'entreprise. Il y a, Je me trompe ? il y a de l'innovation et de la recherche. Forcément, quand vous êtes dans une entreprise, on est sans arrêt en train de chercher à innover ses produits, innover ses organisations. Donc, la seule chose, et d'ailleurs, on pourrait demander, quand on parle d'innovation, on pourrait dire... il y a des entreprises qui savent très bien aussi l'organiser sur l'ensemble de leur personnel en leur demandant, on vous demande chacun de participer là où vous êtes, dans ce que vous maîtrisez, quelles idées vous avez, etc. L'innovation, elle commence très tôt. Est-ce pour autant qu'on va attirer Je pense qu'il y a un vrai regard à avoir sur l'entreprise. Il y a une vraie éducation dès le plus jeune âge à insuffler cet entrepreneuriat, cet esprit d'entreprendre. On peut être chef d'entreprise, mais à un moment, on dit aussi, on a dans nos équipes des vrais entrepreneurs. Je suis allée regarder dans le dictionnaire, entreprendre, c'est quoi la définition d'entreprendre ? Quand vous regardez dans le dictionnaire, entreprendre, la définition d'entreprendre, c'est commencer une chose qui peut être longue et complexe. Et puis quand vous allez mettre entrepreneuriat, il faut que vous en ayez eu l'idée. Donc, chose longue et complexe. À un moment, je n'aurais pas décrit l'entreprendre. Je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait, cette énergie, cette envie qu'on peut avoir, cette envie d'avoir animé des équipes. Là aussi, ce qui nous porte aussi, une fois qu'on a eu son idée, etc., et de créer de la richesse, on ne crée pas de la... Enfin, c'est de se dire ce sentiment d'utilité, utilité à la société, que ça soit pour créer de la richesse, mais les emplois aussi, puisque quand on est aussi entreprise dans un territoire, l'idée c'est de faire fructifier, c'est de donner effectivement des revenus à un ensemble de personnes, et ça fait boule de neige. On parlait sur nos territoires, industrie, commerce, etc., mais tout ça, on est tous mêlés pour faire prospérer un endroit où il fait bon vivre. Moi, pour l'innovation, je suis relativement bien placé parce que l'entreprise a été créée avec une idée au départ d'une innovation sur un moteur électrique un peu particulier. Et ça a fait vraiment le développement de l'entreprise. Et nous avons été très souvent utilisateurs des aides de l'État, avec ce qui était l'Agence nationale de la valorisation de la recherche, qui est devenue OSEO, qui est maintenant BPI. Et aujourd'hui, ça se traduit par le fait que l'on utilise les dispositifs d'État qui s'appellent le crédit d'impôt recherche. Alors avec quand même le sentiment que les choses ne sont pas tout à fait ajustées, parce que quand on voit que pour déposer un dossier de crédit d'impôt recherche, on vous demande d'abord, est-ce que votre dossier va faire plus ou moins de 100 millions d'euros ? Alors dans une petite entreprise qui fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, on dit bon, on n'est pas tout à fait dans la même cour. Et puis on se rend compte que ce qu'on nous demande pour pouvoir justifier de ces choses-là, c'est quand même extrêmement... paperassier, voire soupçonneux. Moi, j'ai eu affaire à des contrôleurs du fisc sur ces points-là, vraiment, qui montrent que je comprends qu'un certain nombre d'entreprises se disent « mais moi, je ne vais même pas bénéficier de cette niche ». On parlait des niches fiscales tout à l'heure, mais bon. Mais il se trouve aussi que parfois, la rentabilité de l'entreprise n'est pas aussi importante que ce que l'on peut lire. Ce n'est pas le CAC 40. Et à partir de ce moment-là, on fait feu de tout bois avec les aides qui nous sont proposées. Alors, ça, c'est un élément important pour la recherche, mais l'innovation. Alors moi, une chose que je connais bien, c'est la comparaison avec l'Allemagne. Mais donc l'État n'est pas seulement négatif, puisqu'il aide les entreprises, absolument. Donc il joue un rôle très positif dans sa régulation, dans le processus de régulation, non ? Il peut aussi jouer un rôle positif. Non ? Son rôle serait d'autant plus positif que les dispositifs ne soient pas des usines à gaz, où seuls les fiscalistes de grandes entreprises puissent s'y retrouver. Parce que quand on parle des crédits impôt recherche, il y avait aussi, j'avoue que nous, on n'en a jamais fait. Parce que de toute façon, il faut être aussi structuré, parce qu'il faut tout noter, il y a un processus, et c'est vrai qu'il y a la lourdeur des dossiers. Et l'innovation, là aussi, développer des projets, etc., il y a tout un tas de petites entreprises, mais c'est du temps, et c'est de la ressource. Et quelque part, elle devrait être favorisée, et elle devrait être simplifiée. Là, c'est de se dire, l'État peut être incitatif, et dans cet accompagnement, mais c'est comment faire un accompagnement qui soit simple et véritablement incitatif. Ça pourrait être encore plus productif que ça ne l'est, c'est clair. Sur le plan financier, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un capital financier dont vous êtes éventuellement dépendant et qui pèse
sur les transformations possibles de votre production ou de votre cycle de production? Alors, quand on parle de capital financier, on parle donc du capital de l'entreprise, hein, qui se trouve là tout en haut de bilan, et puis de sa détention éventuelle par des actionnaires. Donc, tu as été actionnaire aussi, moi également. Bon, donc on se pose la question entre le pouvoir réel de l'actionnaire majoritaire et du minoritaire, et il n'est pas aussi évident que ça. Évidemment que l'actionnaire majoritaire, un jour, peut taper du poing sur la table, et de toute façon, il aura le dernier mot. Sauf que dans la vraie vie et au quotidien, lorsqu'on parle de la réalité, des projets, des nécessités, etc., eh bien on se rend compte que l'entreprise va réinvestir beaucoup plus proportionnellement qu'elle ne distribue de dividendes. Et donc la réalité du capital et des investissements pour une PME, c'est surtout ça, c'est-à-dire comment je peux dégager plus de moyens pour investir plus, pour aller chercher ces marchés avec les compétences qu'il faut. Et on parlait de ressources. Les ressources pour la recherche, c'est une chose, mais les ressources pour la formation, il ne faut pas l'oublier. Ah oui. Mettre en place du tutorat, ça demande beaucoup de temps avec des gens. Vous savez, quand on vend des produits et où, dans le produit, une part de main-d'œuvre reste importante, et tout compte. Et on peut se féliciter franchement de la disparition progressive des impôts de production. C'était une demande que nous avions depuis longtemps. Moi, je compare avec l'Allemagne puisqu'on a fait partie d'un petit groupe allemand. Ça, c'était vraiment une nécessité pour voir la différence qu'il peut y avoir sur le traitement des entreprises pour ça. Alors, je voudrais vous demander quel est le point de vue que vous avez sur les syndicats de votre entreprise. Est-ce qu'il y en a d'abord? Et s'il n'y en a pas, est-ce que vous pensez que c'est dommageable? Parce que je sais que dans beaucoup d'entreprises moyennes et petites, il n'y en a pas. Je vais commencer à répondre. J'ai eu la chance, je dis bien, hein, j'ai eu la chance de ne pas avoir de candidature de syndicats intrusives comme ça au cours de pratiquement toute ma carrière, sauf à la fin. Et à la fin, avec des élections qui s'étaient passées comme les autres, quelqu'un s'était présenté en sous-marin, et puis la première réunion du comité social et économique, on dit maintenant, j'ai eu une belle lettre en tête de la CGT en disant, eh ben voilà, maintenant c'est comme ça, et puis je vous signale que là, ce que vous avez fait, c'est pas comme ça, et puis pas comme ça, etc. Symboliquement, ça se voulait une sorte de prise de pouvoir. Attention, vous allez voir ce que vous allez voir. Alors, personnellement, j'avais toujours dit, de toute façon, si les choses devaient se passer comme ça, vous n'auriez pas le même homme en face de vous. Et le dialogue qu'on a pu introduire au fur et à mesure, qui se construit avec la confiance évidemment, hein, eh bien, ça n'est plus du tout la même chose. Lorsqu'on sent que les mots d'ordre viennent de l'extérieur, qu'ils sont idéologiques avant tout, et où on va ramener des choses qui sont assez évidentes. À quand les hausses de salaire? Oui, bon, très bien. Mais en mettant ça sur tout un plan idéologique national et pas du tout sur l'entreprise elle-même. Donc voilà, un peu ce que je peux dire. Donc moi je dis, si on a des gens avec qui on peut discuter, mais c'est parfait, c'est très bien. Et j'aimerais, on parlait de formation économique, de connaissance de l'entreprise, j'aimerais que les syndicalistes aient tous un niveau de formation, voilà, qui permette de pouvoir discuter. Ils vont en formation. Jean-Baptiste. Oui, mais la formation, si elle est idéologique, elle ne nous sert pas beaucoup. Marie-Noëlle Amillot, alors c'est un peu comme Jean-Baptiste. On a longtemps été dans l'entreprise avec un dialogue sain avec ce qu'on appelait notre comité d'entreprise à l'époque. Et puis, il y a 3 ans, effectivement, on a vu, et dans les élections pour notre comité social économique, on a eu aussi la naissance d'un représentant d'une section syndicale et d'un représentant syndical, qui est la CGT également chez nous. Alors, est-ce que ça change fondamentalement les choses? On dialogue. Je veux dire, on avait un CSE mercredi, on s'est vu aussi mardi pour partager aussi, puisque notre problématique aujourd'hui, c'est qu'on a une activité très très importante et comment on fait face pour satisfaire nos clients. Donc, donc on dialogue. Après, c'est un dialogue social. Est-ce qu'il est meilleur qu'avant? Je ne crois pas. On se retrouve. Et la construction de tout ça,
c'est s'il n'y a pas d'idéologie derrière. À un moment, il faut déconnecter. Ça veut dire que, de temps en temps, ce qui peut me choquer, c'est de se dire j'ai quelqu'un en face de moi où on discute très librement, et c'est d'ailleurs agréable de discuter. On sait que sur certaines questions, on ne sera jamais d'accord, on le sait. Notre culture fait qu'on le sait, mais il y a beaucoup de respect. Et je pense que ça, c'est important de se respecter. Après, de temps en temps, je dis, mais attendez, là, on vote dans l'entreprise cette question-là. Donc, et souvent, il s'abstient parce qu'il porte une idée, mais qui n'est pas celle de l'entreprise. Donc, je dis, c'est quand même un peu dommage. Voilà, je vous demande de vous positionner là sur la question de l'entreprise, pas sur la question du syndicat en règle générale. On a ce problème qu'on est loin du Mitbestimmung dont Christian Pierret parle dans cette codétermination, cette cogestion, qui est quelque chose à quoi il faudrait tendre. Mais je suis absolument persuadé que, avec ou sans syndicat, on peut penser que les syndicats ont un rôle essentiel. Et s'il est essentiel, c'est peut-être dans une formation digne de ce nom pour pouvoir effectivement dialoguer. Mais j'allais dire, on n'a pas forcément besoin non plus de syndicats. Et je comprends les entreprises qui disent mais on va faire un syndicat maison, qui soit un peu à la main du chef d'entreprise. Il est peut-être à la main du chef d'entreprise, mais pas forcément non plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la représentation des salariés, quelle qu'elle soit, elle est tout à fait légitime si on a des gens en face qui ont à cœur le développement de l'entreprise à laquelle ils participent. Et on a parfois des couples qui travaillent dans l'entreprise. Donc c'est doublement important pour eux d'être sûr que la pérennité de l'entreprise est bien assurée. Alors je voudrais vous demander une dernière chose concernant l'environnement et la responsabilité par rapport au territoire. Vous en avez touché un mot tout à l'heure, M. Anginot, oui. Par rapport au territoire dans lequel vous êtes. Est-ce que vous pensez que vous avez une responsabilité en tant que chef d'entreprise et que l'entreprise peut jouer un rôle sur le territoire et par rapport, au fond, à l'ensemble de la population ? C'est un acteur économique incontournable. Donc on en a parlé tout à l'heure. Vous savez, quand on est sur un territoire qui a des entreprises qui vont mal, c'est votre tissu économique, c'est votre emploi, c'est de l'inquiétude, c'est une diminution. Vous parliez précédemment, c'est de la richesse collective qui diminue. Enfin, c'est moins d'impôts collectés pour financer les projets, etc. Donc, on a un rôle sur notre environnement et une responsabilité sur notre environnement, que ce soit notre environnement capital humain ou notre environnement, je veux dire, à pas faire n'importe quoi, à respecter aussi des législations. On fait partie vraiment du territoire. Enfin, on a un rôle moteur dans le développement de notre territoire. Je fais le distinguo entre ce rôle de l'entreprise pour le bien commun du territoire. Moi, cette notion de bien commun m'est particulièrement à cœur et j'estime que l'entreprise en elle-même peut y contribuer par ce qu'elle va faire dans son dynamisme avec les emplois qu'elle crée, avec ce qu'elle va faire pour participer à des actions de formation locale pour dire comment on transforme ce taux de chômage là en des emplois et des compétences qui peuvent être utilisées. Et puis, la distinction donc avec la deuxième partie qui est ce que nous, chefs d'entreprise, nous pouvons apporter aussi au territoire. Et c'est ce que l'on fait dans une chambre de commerce, par exemple. Mais de ce fait, on a un dialogue avec les politiques. Alors, c'est très intéressant parce qu'on est à la frontière, là, sur le plan du territoire, en donnant un point de vue qui est un point de vue de chef d'entreprise et qui est assez éloigné. Alors, j'ai parlé d'usines à gaz. Lorsqu'on a des dispositifs qui sont pleins de bonne volonté, mais qui ont du mal à trouver leur expression en termes d'action et de résultats surtout, mais aussi, là c'est l'État, mais aussi les politiques. Et c'est intéressant et ils sont assez friands de nous entendre pour voir un peu comment... parce qu'ils prennent beaucoup de précautions parfois sur tout un tas de choses, alors qu'on leur dit mais là il faut y aller, il faut... C'est le résultat des actions qui est en jeu. Et donc, à trop prendre de périphrases, on en oublie un peu parfois l'objectif que l'on poursuit. Merci à tous les deux. Merci à vous. Voilà, et bonne vie à la Chambre de commerce de Loir-et-Cher qui nous permettra peut-être un jour d'approfondir quelque chose sur les rapports entre la Chambre de commerce, justement, et les entreprises. Complètement. Volontiers. Merci. Merci. L'entreprise cœur de l'économie, notre grand témoin est Christian Pierret. Bonsoir Christian Pierret. Bonsoir. Vous êtes avocat aujourd'hui, administrateur de jeunes entreprises innovantes
Et en même temps, vous avez été, tout comme chacun le sait, ministre de l'Industrie. Vous avez été, outre ministre de l'Industrie, vous avez été député des Vosges, maire de Saint-Dié-des-Vosges. 5 ans de ministère de l'Industrie, ça fait une expérience assez considérable quant au rapport avec l'entreprise. Et avec Philippe Lator, vous venez de publier ce livre, Le nouveau contrat social, l'entreprise après la crise. Donc c'est exactement le sujet de notre émission, cette réflexion sur l'entreprise. Dans ce que vous avez entendu jusque-là, c'est-à-dire cette réflexion sur le rôle des entrepreneurs, puis ensuite la pratique de 2 entreprises, disons petites ou moyennes, est-ce que vous avez l'impression qu'on voit bien l'idéologie des responsables d'entreprise et comment vous vous situez par rapport à cette idéologie? Alors je dois dire que j'ai trouvé plus d'idéologie dans la première partie de votre émission que dans la seconde qui était plus concrète, une expérience de vie d'entreprise, de responsable, de chef d'entreprise, dans les difficultés du quotidien, dans les perspectives de développement, dans la réponse à la demande, aux clients, etc. Alors, vous me posez une question sur l'idéologie. Je pense que le chef d'entreprise est quelqu'un de pragmatique. Je pense qu'il se présente sur un marché avec des services ou des produits. Le plus souvent aujourd'hui, les produits physiques sont aussi des services. Et il s'adresse à des clients qui sont des personnes humaines, qui ont des désirs, des besoins, qui peuvent être influencés par beaucoup de choses, la publicité, par l'information qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas, etc. Et tout cela crée une société qui est en train de changer sous nos yeux. C'est la société dite mondialisée, car aujourd'hui on ne peut pas réfléchir uniquement dans le Loir-et-Cher à son entreprise vis-à-vis même, non seulement évidemment de ce département, mais de la France. Il faut réfléchir au niveau européen, au niveau mondial. Et une petite entreprise du Loir-et-Cher qui a peu de salariés, finalement, elle s'adresse aussi au monde. Elle s'adresse aussi à la Chine, aux États-Unis, au Japon, à l'Allemagne. Vous avez vu, ils exportent. Et ils exportent. Ils exportent et quelquefois de façon considérable. De toutes petites entreprises de 30-40 personnes peuvent exporter jusqu'à 80% de leur production. Ouais. Alors il y a une raison à cela. Ça, on ne le dit pas assez qu'en France, il y a des pépinières incroyables. Absolument. De ce type d'entreprise. Il y a une raison à cela qui a été assez peu évoquée finalement avant que nous ayons ce dialogue. C'est que l'innovation est au cœur de cette démarche. Et la dame qui dirigeait l'entreprise d'emballage en a parlé un peu. Et tout est là. Tout est dans la capacité de création de propriété intellectuelle, de conception qui elle-même est soumise au marché, à la concurrence, à la violence, je dirais, de la concurrence. Car une innovation, elle est peut-être bonne lorsqu'elle n'est pas protégée pendant quelques mois, je dis bien quelques mois. Il faut donc la protéger par des brevets. Il y a des institutions nationales et internationales qui servent à encadrer, à développer, à favoriser le brevet. Ça dure 10 ans, ça dure 20 ans, si on prolonge. Mais au-delà, il faut trouver, pendant ces 10 ans ou 20 ans, une nouvelle innovation qui va permettre à l'entreprise de rebondir. Sans la création permanente, je dis souvent, le capitalisme moderne mondialisé, c'est un capitalisme fatigant, pardonnez-moi de ce mot un peu trivial, parce qu'il faut avoir l'idée que sans arrêt, on recommence. On n'a jamais de paix dans le capitalisme, vis-à-vis de l'aventure du créateur d'entreprise, du chef d'entreprise, de ses équipes. Et c'est le deuxième aspect que je voudrais développer par rapport à ce qui a été dit avant moi. L'innovation, et en particulier l'innovation de rupture avec ce qui s'est passé jusque-là. C'est vrai, par exemple, dans les biotech, on vient de voir le vaccin. Le vaccin le plus formidable, c'est celui qui est en rupture de technologie vis-à-vis de la confection préalable des vaccins. Et je ne veux pas lui faire de publicité, mais voilà, c'est ça, le vaccin avec l'ARN est une rupture technologique. Ça, c'est une véritable innovation. Alors, d'autres vaccins qui sont à venir auront aussi d'autres types de ruptures. Celle-là, elle est particulièrement manifeste puisqu'on parle du génome, on parle de l'ARN, on parle de transférer des ARN dans un organisme à l'intérieur d'une cellule, etc. C'est très complexe. La deuxième chose que je retiens, que j'aurais peut-être personnellement plus souligné dans ce qui a été dit avant, c'est que cette innovation permanente nécessaire, remise en cause, elle ne se fait pas par un homme, le chef d'entreprise, ou une femme, le chef d'entreprise. Elle se fait par une équipe.
Et mon excellent confrère Maître Delsol a beaucoup insisté sur le chef d'entreprise. Je trouve qu'il aurait dû insister aussi sur l'équipe qui prend des risques avec le chef d'entreprise. L'équipe, ce sont les salariés de l'entreprise, ce sont les cadres, ce sont les chercheurs, ce sont tous ceux qui animent des équipes différentes qui s'agrègent dans le même but. La chef d'entreprise a parlé de mission, le responsable de la chambre de commerce a parlé aussi d'entreprise à mission. Dans la mission de l'entreprise, il y a cette idée que l'on va agréger à la fois des volontés, des capacités de travail, des valeurs, car si l'entreprise, tous l'ont dit et ils ont raison, c'est là que se crée la valeur, c'est dans l'entreprise, on ne peut le faire que si on est motivé soi-même pour travailler en équipe et réussir ensemble. L'entreprise, c'est le mode de réussir ensemble aujourd'hui dans ce capitalisme dur de la mondialisation. Alors vous parlez d'une entreprise cohésive. Qu'est-ce que c'est que cette entreprise cohésive? Est-ce que c'est bien ça, c'est ces équipes, etc. Et est-ce qu'elle peut changer le cours du capitalisme de prédation? Alors, d'abord, le capitalisme qui dure ne peut pas être un capitalisme de prédation. Il se condamne lui-même. Quand on avale tout et trop vite, on finit par détruire, on se détruit soi-même. C'est une forme de capitalisme qui existe. Il n'a aucun avenir vis-à-vis d'une humanité qui prend conscience d'elle-même, vis-à-vis des masses considérables de gens qui en se trouvent exploités, car il y a aujourd'hui, c'est vrai, c'est pas un gros mot que de le dire, il y a aussi une exploitation très forte des salariés dans un certain nombre d'entreprises. L'entreprise cohésive, c'est celle qui rétablit l'équilibre et l'harmonie, au fond, dans la manière d'entreprendre, qui associe les équipes, qui fait attention à la formation, à la qualification. La chef d'entreprise qui était avant moi à cette place l'a dit, il faut beaucoup consacrer de temps à la formation, d'autant plus que, j'ajoute, tout change tous les 18 mois. Et donc, la reformation, la qualification, c'est le grand enjeu de l'innovation, de l'entreprise, du travail en équipe. Et donc, l'entreprise cohésive, c'est celle-là. C'est celle aussi qui tient compte de ses clients, qui part de ses clients pour arriver à ses services et à ses produits, et qui ne fait pas l'inverse. C'est celle qui exalte à la fois la capacité du chef d'entreprise d'inventer, d'innover, d'entraîner des équipes, le pont d'Arcole de l'entreprise, au fond. Dans cette année Napoléon, on peut citer cet exemple. Il est devant avec le sabre, il entraîne l'équipe. Mais s'il n'a pas d'équipe, le général ne peut pas gagner. Et par conséquent, l'entreprise cohésive assure suffisamment de qualification, de responsabilité et surtout à la fois de partage équitable de la marge de l'entreprise par une rémunération sous diverses formes, notamment le salaire, une rémunération correcte correspondant au travail des gens, et enfin, et c'est très important, partager l'argent, disons pour aller vite, hein, c'est un peu sommaire, mais excusez-moi, avec le pouvoir. Et là, nous atteignons la cohésion. L'entreprise cohésive, c'est celle qui accepte que ses équipes partagent le pouvoir avec les actionnaires. Il y a donc un autre équilibre à trouver, et je pense que le capitalisme moderne, mondialisé, ne peut pas aller beaucoup plus loin dans la logique qu'il a eue parfois, et qui est souvent exaltée à travers l'exemple des États-Unis, où, je le signale en passant, jamais les inégalités n'ont été aussi grandes, où, je le signale en passant, jamais on n'a connu 25% d'une population en dessous du seuil de pauvreté. C'est la réalité américaine. Fruit du mandat Trump. Absolument. Oui, on pourrait beaucoup épiloguer sur ce qui a été dit tout à l'heure sur Trump. Vous avez compris que ce n'est pas personnellement mon modèle. J'avais compris aussi, avant d'entendre l'émission, que M. Biden était démocrate, et je n'ai pas compris qu'il était socialiste, ce qui a été dit tout à l'heure. Socialiste, ça n'existe pas aux États-Unis. Mais aux États-Unis, il y a un petit parti socialiste, il doit avoir même s'il est plutôt, effectivement, 1000 membres. Mais en fait, l'entreprise cohésive, c'est celle qui associe tout le monde à une perspective autour du travail, car je pense que la société contemporaine doit restaurer la valeur, la dignité, la force de ce qu'est un travailleur et du travail, et en même temps, autour du travail, associe les efforts et une vision des choses. En fait, l'entreprise cohésive, vous savez, elle donne du sens. Elle donne du sens. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans cette société
d'éparpillement, d'explosion, de populisme, de protectionnisme, d'identitarisme, d'identitaire. C'est de donner du sens à ce qu'on fait. On a besoin du travail comme composante centrale de la société et on a besoin de donner du sens à l'activité de travail. Et donc, on sait que vous avez toujours été un ardent promoteur de l'entreprise et un allié de l'entreprise, a forciéry quand vous étiez ministre de l'industrie et des PME. Je suis socialiste et pour l'entreprise. Voilà, et donc il y a dans cette nouvelle vision des choses que vous voulez insuffler, il y a ce que vous appelez une nouvelle exception française, oui. Et qui disent que vous appelez de vos voeux, et vous dites d'ailleurs que c'est un moyen de se défendre contre l'économie monde. Pour reprendre un terme de Braudel, il faut rappeler que la France, quand même, ne représente plus que 4% de l'économie globalisée. Donc, et vous dites que ce changement, donc cette révolution copernicienne, vous employez même ce mot qui est fort, que vous appelez de vos voeux, ce changement, eh bien, il doit en passer évidemment par un peu moins d'État, ou en tout cas un État moins prégnant, moins accablant parfois pour les entreprises, mais il doit en passer essentiellement par les entreprises elles-mêmes, bien sûr. Oui, alors, je ne suis pas pour le principe du moins d'État. Je suis là aussi pragmatique. Différent. Je pense que, j'emploie le terme, il y a une pollinisation croisée entre entreprise et État. C'est ça la nouvelle société dans laquelle nous nous trouvons. L'État, d'ailleurs Antoine Spire le rappelait tout à l'heure, il sert à réguler. Il sert aussi à prévoir. On disait autrefois, quand je faisais des études d'économie, l'État était un instrument de prévision et il fixait des perspectives probables à la société de demain. C'était le rôle du plan. Le plan était à l'époque, il y avait un plan, c'était pas du tout un plan soviétique, qu'on ne se méprenne pas pour ceux qui n'ont pas connu cette période. Oui, il y avait le commissaire au plan. C'était un commissaire au plan qui disait voilà ce qui est probable, ce qui peut arriver, voilà d'où on part, où on pourrait aller, voilà ce qui se passe chez nos voisins, nos concurrents, etc. C'était pas mal parce que l'entreprise ne peut pas naviguer dans le brouillard. Aussi valeureux que soit le chef d'entreprise et les équipes qui l'entourent, il faut savoir où on va, pour donner du sens d'ailleurs aussi à l'action de l'entreprise. Et donc, l'État doit réguler. Il doit réguler d'abord la concurrence pour qu'on ne s'avale pas les uns les autres. C'est bien la concurrence parce que c'est un moteur de dynamisme. C'est mauvais quand ça sert à faire avaler les plus petits par les gros. Je prends un exemple. Un grand fabricant, concepteur de programmes et d'informatique aujourd'hui absorbe deux petites entreprises par mois aux États-Unis, de petites ou moyennes entreprises aux États-Unis, de manière à assurer sa croissance, de manière à capter l'innovation des autres et à manger l'innovation des autres pour l'intégrer. C'est d'ailleurs souvent la stratégie aussi de très grandes multinationales. Dans la pharmacie, une très grande multinationale française a procédé ainsi pendant des années. Ça conduit pas forcément à un très grand succès. On l'a vu au niveau des vaccins. La croissance externe pour happer Allez, disons-le, vous évoquez Sanofi. Je ne veux pas citer une entreprise, mais le fait d'absorber une petite entreprise pour absorber son innovation, c'est un jeu de marché parfaitement compréhensible et légal. C'est un jeu qui appauvrit, en fait. Car quand les équipes de l'entreprise, notamment les équipes de recherche d'une entreprise, ne sont pas motivées par la réussite de leur propre entreprise, et ces équipes de recherche dans les multinationales sont de toutes les nationalités, c'est formidable comme idée. Mais quand elles ne sont pas motivées par leur propre entreprise, et parce qu'on sait qu'à côté, on va pouvoir avaler une autre, puis une autre, et quand on essaye de tout ramener vers les États-Unis d'Amérique pour avoir la logique américaine qui a été décrite précédemment, je pense qu'on se trompe de voie. Et il faut garder une voie française, une originalité française, qui est, c'était votre question, à la fois un sens de l'État, et il joue son rôle, et il régule, il observe, il propose des orientations, il peut intervenir lorsque c'est nécessaire, lorsque c'est stratégique, il peut parfois même provisoirement protéger, et tous les gouvernements l'ont fait, de M. Giscard d'Estaing qui a nationalisé, personne ne le sait, mais il a nationalisé en partie une entreprise pour la sauver, jusqu'à aujourd'hui. On peut provisoirement avoir des interventions qui dépassent le cadre idéal de l'État. Donc l'État a un rôle à jouer. Dans ce que nous disons dans le livre avec Philippe Lator, l'État n'est pas absent, mais il a un autre rôle que celui que l'on voit traditionnellement
d'encadrement ou Christian de Pirret, direction. Il y a une évolution. Il doit dialoguer avec l'entreprise. Il y a une évolution quand même de l'entreprise. Et aujourd'hui, on parle, et vous en avez parlé à l'instant, de l'entreprise à mission. En fait, la réalité vient de percuter cette notion d'entreprise à mission de façon extrêmement violente. Je pense évidemment à Danone et à ce qui vient de se passer avec Danone, où M. Faber, qui était donc le PDG de l'entreprise, avait au fond conçu sa mission de par le monde, non pas seulement de produire des yaourts ou des produits laitiers pour faire du fric, etc., mais en même temps avec un souci réel de l'environnement de l'entreprise, une mission vis-à-vis de l'ensemble de la société. Et il semble que les actionnaires ne l'aient pas toléré chez Danone, et ils ont viré. C'est sans doute plus compliqué que ça. Et ils ont viré, en tout cas, il y a ils ont viré M. Faber. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Alors, M. Faber est allé très loin dans cette direction. Nous l'avons reçu ici au moins oui, 2 ou 3 plusieurs fois, oui. S'inspirant d'ailleurs de ce que dit le rapport de Mme Notta et du président de Michelin, qui a été interprété par la loi dite loi Pacte d'il y a 2 ans, qui va dans ce sens. Quel est ce sens ? C'est de tenir compte de l'environnement et de ce qu'on appelle des économies externes ou ce que l'entreprise, au fond, rejette dans la société comme déchet de son propre fonctionnement. Là, il s'agit du carbone et du CO2 et du carbone. Et il a voulu que l'on mesure la performance de l'entreprise à partir non seulement, je vais parler en termes techniques, du bénéfice net par action, mais également des résultats environnementaux et au-delà des résultats sociaux. Alors des résultats sociaux, ça se faisait déjà un peu dans des entreprises un peu de pointe comme Michelin ou comme quelques autres, comme Atos. Mais il y a l'idée de l'environnement. Et c'est tenir compte de la situation climatique de notre pays. Et par conséquent, de la nécessité pour une entreprise, je veux dire, comment... un consommateur comme moi pourrait juger ça. De contribuer au dévelotement général de la société. Voilà. Rappelons quand même, le libellé de Danone s'intitule, de ce qu'ils veulent apporter justement en termes de RSE et bien au-delà, apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Voilà, oui. C'est leur credo. Alors moi je pense que le fait d'ajouter au bénéfice net par action un coût social, donc de retrancher le bénéfice net par action par an, un coût social qui est l'atteinte à l'environnement, pour parler vite, va dans le sens du développement de l'entreprise. C'est-à-dire que je suis un peu hérétique parce que je soutiens M. Faber dans cette idée. Je ne dis pas pour les raisons pour lesquelles on l'a remercié, je parle de cette idée-là. Oui, bien sûr. Je soutiens l'idée que l'entreprise contribue au bien général. Cela a été affirmé par M. Delsol ici même. Et pour mieux y contribuer, elle doit tenir compte de l'environnement et elle doit tenir compte notamment de ce qu'elle rejette. Mais c'est un argument pour que j'achète des yaourts Danone. Parce que moi, en tant que consommateur, je serais plus enclin à acheter chez Danone que dans une autre marque si je sais que Danone fait attention au rapport à l'environnement, connaissant et Danone et moi la perspective de réchauffement climatique qui s'annonce pour la fin de ce siècle. Mais c'est pas seulement l'abstraction climat. Mais c'est pas seulement l'abstraction climat. C'est aussi le niveau de vie de l'ensemble de la population. C'est aussi le niveau de développement d'un territoire. Parce que nous avons reçu Faber à la place où vous êtes aujourd'hui. J'espère que vous n'aurez pas l'avenir qu'il a eu. Mais d'une certaine façon, Faber nous disait: moi, je veux voir des territoires se développer, devenir de plus en plus productifs, et en conséquence, les gens vivre mieux. Et c'est ça aussi une des fonctions de l'entreprise. Je voudrais savoir si vous êtes... Alors, vous le dites dans votre livre. Je cite cette expérience. Vous citez cette expérience. Mais son échec, qu'est-ce que ça vous inspire ? S'il a été remercié pour cette raison, ce que je ne sais pas... Ça ne veut pas dire que Danone va arrêter du jour au lendemain de faire ce qu'elle fait. Je ne pense pas. Mais bon. Ce que cette expérience m'inspire, c'est qu'on a enfin compris ce que c'était que l'entreprise cohésive, dont nous parlons dans le livre avec Philippe Lator. Nous avons une entreprise qui tient compte de son environnement. Alors, j'ai parlé tout à l'heure des clients aussi, j'ai parlé des fournisseurs, j'ai parlé des salariés de l'entreprise. L'entreprise n'est pas isolée, elle est dans un monde. Elle doit contribuer au bien de ce monde. C'est pourquoi, d'ailleurs, au départ, nous parlons, peut-être cela a-t-il choqué certains lecteurs, ils auraient tort, de l'encyclique papale de 1891 Très importante, Rerum Novarum. Et Rerum Novarum, qui parle de ça.
Absolument. Nous sommes à la fin du 19e siècle. Et l'encyclique du pape Léon parle XIII. du rapport, Léon XIII parle du rapport entre l'entreprise, ses salariés et les actionnaires. Elle a eu un impact extrêmement important. Entre ses salariés et les actionnaires, prix commun tous et l'entreprise, avec son environnement, avec le monde extérieur, pour le bien de l'humanité. Et puis alors d'autres, depuis très récemment, parlent de biens publics mondiaux qu'il faut, notamment l'air, l'eau, les océans, la santé, qu'il faut préserver. Et ça, je trouve que c'est vraiment comprendre ce qu'est une entreprise. Si l'entreprise n'est vue qu'à travers le profit et le bénéfice net par action et le CAC 40 et les différentes bourses dans le monde, et cette vision extrêmement réductrice de la réalité humaine, de la chair humaine de l'entreprise, eh bien, on se trompe et on prépare un avenir impossible, insoutenable. Christophe Pierret, il faut me dire une autre question, c'est la question de l'augmentation croissante dans nos sociétés des inégalités. Est-ce que vous pensez que l'entreprise a quelque chose à voir avec cette entreprise des inégalités et qu'elle a quelque chose à dire sur ces inégalités, sur le stress humain au travail et en conséquence, quelquefois, sur les conséquences de ce stress dans la marginalisation d'une partie du corps social? Oui, parce que dans notre livre, nous pensons, et c'est contribué aussi à définir l'entreprise cohésive, à un certain nombre de valeurs qui sont sous-tendues par l'entreprise telle que nous la concevons et dont on venons de discuter à l'instant, et qui se croisent avec les valeurs défendues par l'État et les pouvoirs publics et l'école publique. Moi, j'ai toujours été à l'école publique, on m'a appris un certain nombre de valeurs, des valeurs de société. Je pense qu'aujourd'hui, pour certains aspects de ces valeurs sociétales que nous partageons, l'entreprise participe de la définition de nouvelles valeurs. La qualité de vie au travail, la qualité des produits et services. Je ne suis pas pour une entreprise qui produirait qui programmerait la fin du produit que je viens de lui acheter, qui programmerait l'obsolescence, comme on dit, du produit. L'obsolescence programmée, qui est une aberration. Du capitalisme. On veut des produits de qualité. On veut qu'ils soient produits par un travail respecté. Le respect du travail. Le fait de placer le travail au centre de la société, c'est-à-dire le travailleur au centre de la société. Travailleur comprend le cadre, le chercheur, l'ouvrier, les hommes et les femmes qui constituent l'entreprise. Le respect des autres, le respect de la qualité et la vision à long terme. Qu'est-ce qui manque à la France? Parce que vous me parliez du capitalisme à la française. Le capitalisme à la française, il pêche beaucoup par le fait qu'il n'est pas assez centré sur le long terme et sur la vision de long terme, donc sur l'investissement. Qu'est-ce qui manque à ce pays? Ce pays qui a perdu 10 points de production industrielle sur son PIB en 15 ans. 10 points. Ce pays qui est, au niveau industriel, pour les produits et services industriels, aujourd'hui derrière la Grande-Bretagne et derrière l'Italie, et naturellement derrière l'Allemagne. Voir la situation en vaccin. La situation des vaccins, la situation... Rappelons que c'est un secteur qui ne représente plus que 12% du PIB en France, contre 21% en Allemagne. Absolument. Donc, et nous étions à 21 il y a 15 ans, nous-mêmes. L'Allemagne était à l'époque à 27, elle a reculé aussi, mais pas dans les mêmes proportions, et elle reste un pays très industriel. La qualité, d'ailleurs... Deutsche Qualität, la qualité des produits, la qualité au travail, le respect du travail, la vision de long terme et l'investissement. Parce que l'investissement, ce n'est pas simplement économique, c'est une valeur. Investir pour nos enfants, investir pour le futur, investir en prévoyant une société meilleure. Finalement, qu'est-ce qui nous manque ici en Europe et singulièrement en France? C'est de restaurer l'idée que la société peut être meilleure. Restaurer l'idée que par une autre combinaison entre les États et l'entreprise, les Allemands ont la Mitbestimmung, c'est-à-dire la codécision dans l'entreprise, on peut préparer une société de progrès et on peut croire au progrès. Je trouve navrant qu'aujourd'hui le débat public ne porte jamais sur l'idée de progrès. On ne parle plus du progrès. On parle du demain matin. On parle du court terme. On ne parle pas de cette geste qui est nécessaire à l'élan d'une nation. On a besoin de retrouver l'élan d'une nation derrière sa recherche, derrière... Regardez comment les gens peuvent s'enthousiasmer sur la conquête de l'espace. Cet élan, il s'organise à partir, justement, vous l'avez cité pour l'Allemagne, de la Mitbestimmung. Comment est-ce que ça se fait qu'en France, on n'arrive pas à avoir, au fond, des structures syndicales qui soient convaincues de la contribution qu'elles peuvent apporter à la vie de l'entreprise? Du progrès, justement. Parce qu'on est toujours dans ce trilogue
les uns décident, les autres s'opposent, et l'entreprise perd. Voilà ce qui se passe. Donc, les uns décident, on a vu quelques exemples tout à l'heure, un exemple notamment à cette table, le chef d'entreprise est fait pour décider où était l'équipe. Pas une seule fois le mot n'a été cité, les salariés et l'équipe, les chercheurs, les innovants. Ce n'est pas le chef d'entreprise seul qui est innovant, c'est un collectif. Mais en même temps, est-ce que vous ne croyez pas que la crise Et du c'est tout le monde qui syndicalisme, perd à ça. la crise du syndicalisme qui fait qu'il n'y a plus de syndicats vivants ou très peu dans les entreprises, est-ce que ce n'est pas aussi un élément qui explique l'absence de dynamisme? Oui, mais on a tout fait pour ça. Quand le syndicat voit tout à travers une lutte des classes, ce que dit le patron est nécessairement faux, une lutte des classes, caricaturale. Ce que dit le patron est forcément faux, et quand le patron pense que l'ouvrier il est naturellement là pour lui mettre des bâtons dans les roues, voire pour en faire le moins possible, quand tout le monde se regarde en chien de faïence et n'ose pas dire mais on est dans une aventure collective, on va réussir quelque chose ensemble, réussir, tiens, le progrès, ça veut dire réussir ensemble. Si un chef d'entreprise n'a pas l'éloquence de dire à ses équipes, ça se fait dans les très grandes entreprises où on a cet état d'esprit, mais ça ne se fait pas parce qu'il y a un manque de qualification et un manque de connaissances économiques. Nous en parlons ici. Pour faire une entreprise cohésive et une société d'équilibre entre l'État et les entreprises, une société qui définit en commun les valeurs de société, État et entreprise, il faut faire un très gros effort de qualification. Là-dessus, je suis d'accord avec M. Delsol, non pas quand il attaque l'école publique, mais quand il dit qu'il y a de gros efforts à faire de transformation de notre système scolaire, de notre système de qualification, de notre système de formation initiale. Et quand on prend conscience que la culture générale, contrairement à ce qui est dit aujourd'hui, la culture générale est nécessaire à tous les échelons de l'entreprise. Bien sûr. Car pour comprendre le changement, pour comprendre la remise en cause personnelle que comporte la vie de l'entreprise, il faut une culture générale qui vous permet de dépasser la culture technique. Oui, alors, je vais prendre un exemple caricatural qui résulte de la situation aujourd'hui. Aujourd'hui, l'enseignement de la médecine, c'est un enseignement de plus en plus spécialisé. De moins en moins de médecins de médecine générale, de plus en plus de spécialistes. Alors, il y a un spécialiste de la main, il y a un spécialiste de telle partie du cœur, il y a un spécialiste de telle valve du cœur, il y a un spécialiste de tel élément de votre organisme. Et le médecin de médecine générale qui a une vision d'ensemble, et donc la culture générale du corps, du respect, du rapport entre le médecin et le malade, etc., tout cela passe par pertes et profits. Et donc rétablissons la culture, rétablissons à travers la qualification la nécessité d'une culture générale pour tous, réformons profondément le système d'enseignement dans ce sens. Et rétablissons surtout dans la société j'allais dire le culte du travail. La société ne pourra être structurée que si on respecte le travailleur à travers le sens qu'on donne au travail. Merci Christian Pierret. Alors je rappelle que votre livre s'appelle « Le nouveau contrat social, l'entreprise après la crise ». Il est publié aux éditions Le Bord de l'eau. Je veux dire que c'est un livre assez créatif. Et la préface de Pascal Lamy, d'ailleurs, attire l'attention sur cette créativité qu'il y a dans votre livre et que vous avez écrit avec Philippe Lator et qui, à mon avis, permettra à nos auditeurs de mieux comprendre comment fonctionne une entreprise transformée. Et que la question qui se pose, c'est comment transformer les entreprises. Et le soutien de l'ancien PDG de PSA. Il est quand même un groupe qui compte. Alors, il me reste à vous conseiller de lire le livre de Christian Pierret et de Philippe Lator, « Le nouveau contrat social, l'entreprise après la crise ». Et puis maintenant que vous allez fermer votre télévision, vous allez peut-être pouvoir penser à votre entreprise, celle dans laquelle vous travaillez, et aux conditions dans lesquelles le travail pourrait s'y améliorer et finalement être plus intéressant encore. Bon courage.